Bonjour et bienvenue chez Cross the Ages. Aujourd'hui, nous allons parler des éléments. Aujourd'hui, on va être avec nos collègues Quentin et Martin. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Alors moi je suis Martin, je suis développeur sur le jeu, développeur Unity. Et je travaille chez Cross the Ages depuis le mois de janvier maintenant. À quoi t'aimes jouer, globalement? Moi initialement je suis plutôt un joueur de FPS, donc mon jeu de cœur c'est CS, quoi. Il y a le maître en la matière, j'ai envie de dire. Et récemment je me suis découvert une passion pour Rocket League. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin, je suis responsable de la production des jeux vidéo. Donc, je suis la personne qui coordonne toutes les équipes, techniques, artistiques, de conception, d'écriture, au niveau du lore aussi. Donc j'ai fait en sorte qu'on fasse un jeu cohérent et qui vous plaise avant tout. Et aussi je manage en direct toute l'équipe technique, donc notamment Martin qui est ici, et d'autres développeurs à la fois sur la production du jeu et tous les serveurs qui vont faire tourner ce jeu-là. Quel est ton jeu préféré? À quoi tu joues, Quentin? Alors, ça fait longtemps que je joue, une vingtaine d'années, j'aime les jeux vidéo. Je pense que je pourrais me définir comme un joueur de MMO plutôt en général ou action RPG. Donc forcément World of Warcraft, qui est quand même la référence dans le domaine. Beaucoup de Final Fantasy. J'aime bien aussi les FPS et les MOBA. Donc CS, que ce soit Counter-Strike, Source ou CSGO, les trois j'ai bien aimé. Et plus récemment, tout ce qui va être MOBA. Évidemment les jeux de cartes. Je suis un gros fan de Yu-Gi-Oh! Notamment Duel Links, où j'ai passé pas mal de temps dessus. De decks, Amazoness et Fur, si vous les avez joués, qui me plaisent beaucoup et qui m'ont inspiré forcément dans la création du TCG de Cross the Ages. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les éléments? Déjà, combien il y a d'éléments? Alors il y en a 7 au total, donc si on les liste c'est nature, lumière, ténèbres, feu, eau, air et terre. Donc voilà, ça fait 7. Chaque carte a un élément, et un seul. Et l'intérêt de ce système-là, c'est de pouvoir faire des affinités entre les cartes pour que certaines soient plus fortes contre d'autres, plus faibles, etc. Et comme ça, à la création du deck, le joueur doit prendre des décisions pour prendre les éléments, on va dire, qui correspondent à son style de jeu et qui vont évidemment dépendre aussi de la méta, des habitudes des joueurs, etc. Cependant, il est bien défini de manière statique lorsque la carte existe, mais lorsqu'on le passe en alternative combo, quelque chose qu'on verra un peu plus tard dans le détail, on verra qu'elle peut avoir l'un élément ou l'autre élément, puisque c'est la fusion de deux cartes différentes. Donc c'est-à-dire que, si on prend l'exemple de Shadow et Solis, qui sont les plus connus, on peut très bien avoir un Shadow plus Solis qui est light ou dark. Donc ça va dépendre en fait de si on parle des cartes classiques ou des cartes alternatives combo. D'accord, bon, tout ça on le détaillera plus tard dans un autre épisode. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un peu plus dans le détail des relations entre les éléments? Parce que si je ne me trompe pas, c'est quand même une des features, toutes les features sont importantes, mais spécifiquement, je trouve, en tout cas à titre personnel, l'association entre les éléments et comment leur affinité se crée, qui sont importantes tout simplement dans la manière de jouer et dans le développement du jeu, quoi. Et en fait, ce qu'on a fait en termes de game design, c'est qu'on a créé un heptagramme. Donc, faut imaginer un cercle avec 7 petits points dessus. Chacun de ces points, c'est un élément. Et donc, on peut lire l'heptagramme où à chaque fois, les éléments qui sont proches, donc à gauche ou à droite, vont avoir une relation particulière avec l'élément qu'on regarde. Et puis ensuite, chaque élément est lié à celui d'en face dans l'heptagramme pour créer des affinités. Donc, globalement, nous, on a fait une représentation graphique des relations entre les éléments, qui sera évidemment disponible dans le jeu et qui aidera les joueurs à, en fonction de l'état de la partie, savoir si, par exemple, il a une carte R de son adversaire posée sur le terrain. Il se dit, moi, si je veux poser une carte qui gagnerait le duel, je regarde évidemment les puissances des cartes, puis l'élément pour savoir si la carte que je souhaite jouer, elle va être cohérente avec mon plan de jeu globalement. Est-ce qu'elle serait trop faible? Est-ce qu'elle sera affaiblie par l'adversaire ou est-ce qu'elle sera plus forte contre l'adversaire? Est-ce que pour éclaircir un petit peu tout ça, on peut déjà donner quelques exemples d'associations entre éléments et les éléments qui se répondent et les éléments qui ne se répondent pas, par exemple? C'est ça. Déjà pour commencer, je pense que c'est important de resituer par rapport au lore. C'est-à-dire que ces éléments, cet heptagramme, il ne sort pas de n'importe où. Si vous avez lu le livre, je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait, vous verrez qu'en fait, il y a 5 éléments qu'on appelle magiques, qui sont du coup tous les éléments sauf light, darkness, qui ont vraiment des interactions entre eux. Pour les besoins du jeu, c'était compliqué si on ne faisait que 5 éléments qui ont des interactions et les deux autres qui sont un peu de côté. On a essayé des choses comme ça, mais c'était compliqué d'avoir un jeu équilibré et intéressant d'un point de vue compétitif. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre les 7 ensemble, donc d'aller sur cet heptagramme.
Globalement, si on prend l'exemple de la nature, par exemple, que je pourrais situer tout en haut de l'heptagramme, on peut le prendre comme on veut, elle va avoir une influence aujourd'hui qui fait elle a l'avantage sur la terre et elle a aussi l'avantage sur l'eau. C'est-à-dire que lorsque je joue une carte nature face à une carte terre ou eau, je vais avoir un avantage, donc je vais avoir une power bonus par rapport à ce dessus. Inversement, elle a un désavantage à ce qui la précède, c'est-à-dire à l'air et au feu. C'est-à-dire que si je joue une carte feu, je vais avoir la priorité sur une carte nature, idem sur la carte air. Donc c'est vraiment, il faut bien se rendre compte que ça sera détaillé dans la vidéo sur les avantages, quels sont les avantages pour chaque élément, les prendre au fur et à mesure et comprendre, mais on va toujours avoir ces relations-là entre le précédent, le suivant ou un peu plus loin. De même, un autre système qu'on a créé, qu'on a rajouté par-dessus, qui sont les affinités, qui sont, encore une fois, qui seront détaillées, mais là, je vais prendre l'exemple de la nature pour donner l'exemple. Ici, on constate qu'on a du coup light et darkness qui sont neutres, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'avantage sur light et darkness, et donc on a décidé de créer des affinités avec ces dernières pour donner de la profondeur au jeu. Ça veut dire que peu importe comment on joue les cartes, on a toujours une relation qui va se créer, qu'elle soit supérieure, inférieure, ou même si elle est neutre, on va pouvoir créer une nouvelle complexité du jeu avec les affinités. Ok, trop bien. Je pense que c'est clair pour tout le monde tout de suite. Et maintenant, j'ai envie de créer un lien entre les éléments et effectivement les cartes de terrain qui sont, il me semble, plus ou moins liées. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ouais, en fait, chaque carte terrain a un élément. Et du coup, quand on va jouer une carte terrain, ça va donner un bonus à toutes les cartes de cet élément sur le terrain. Donc le terrain, par défaut, il y a un terrain qui est neutre. Quand on joue une carte terrain, pour X tours, on va avoir un avantage, sachant que cet avantage, il est pour nous, mais aussi pour l'adversaire. Donc il faut faire attention aux cartes qui sont déjà en place. À l'heure actuelle, dans les cartes, on distingue deux types de cartes qu'on peut jouer au niveau du board. On a les cartes de bataille, donc les personnages, et on a les cartes de terrain. Et sur ces dernières, ce qui va différencier, c'est qu'on n'a pas de power qui sont indiquées. Donc visuellement, on va tout de suite les différencier, puisqu'on ne verra pas la power qui est indiquée. Par contre, on verra l'élément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va jouer, donc on aura, comme le disait Martin, le bonus de l'élément qui va s'appliquer à tout le monde. Mais on peut aussi avoir d'autres choses, comme des malus ou autres. C'est des petites choses qui sont en train de se préparer. C'est-à-dire que typiquement, si on joue un terrain haut, peut-être que ça ne va pas faire qu'avantager l'eau, peut-être que ça va aussi désavantager d'autres. Donc c'est des choses qui vont dépendre un peu des cartes qui vont être jouées. Et ce qui est important de savoir, c'est que, comme le disait Martin, quand on va la jouer, on peut directement jouer une carte bataille par-dessus, donc jouer un personnage, donc il va être boosté, il va être plus puissant, on va plus facilement pouvoir capturer des cartes adversaires. Néanmoins, il faut faire attention parce que si l'adversaire a lui aussi des cartes haut, vu que c'est un effet qui s'applique pour les deux joueurs, on peut un peu se facepalm et ça serait dommage de finalement retourner sa stratégie contre soi-même. Bah déjà, il y a un petit sous-entendu là tout de suite en termes de gameplay où le terrain va directement influencer la capacité des personnages et aussi peut avantager votre adversaire. Donc tout ça, c'est hyper important dans la constitution d'un deck. Et justement, est-ce qu'on peut un peu plus détailler la présence des éléments et surtout des cartes terrain dans un deck? Donc tu disais qu'on pouvait en avoir 4 maximum. C'est ça. On réfléchit aujourd'hui à ne plus en mettre, enfin à donner en tout cas cette possibilité de ne plus être forcé d'avoir une carte terrain. Qu'est-ce qui crée justement tout ce questionnement? En fait, pour les éléments, à l'heure actuelle, il n'y a pas de limitation sur le nombre d'éléments qu'on peut mettre dans son deck. C'est-à-dire que je peux mettre dans mon deck des cartes de tous les éléments et avoir les 7 éléments dans mon deck. Pour autant, est-ce que c'est une bonne décision? Ce sera au joueur de décider, puisqu'il sera, entre guillemets, s'il a tous les decks, il sera un peu fort et un peu faible contre tout le monde, mais il n'y aura pas vraiment de spécialisation. Donc c'est un choix, entre guillemets, à bien réfléchir quand on fait son deck, de se dire je veux jouer plutôt tel type d'éléments qui vont évidemment bien se mettre ensemble, mais ça va être aussi en fonction de quelles sont les habitudes des joueurs, par exemple. Si on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent je sais pas, eau et feu, et ben on va essayer de chercher ce qui est fort en face, quoi, et de se mettre en position de force naturelle sur qui on peut tomber. Il faut savoir qu'on a cherché au début pour le core système au niveau des éléments à faire quelque chose qui est assez équilibré, assez homogène pour éviter d'avantager un élément par rapport aux autres. Maintenant, les différences vont se faire ailleurs, forcément dans les cartes, soit parce qu'on les préfère tout simplement, parce qu'on aime rugby par exemple, et donc du coup on va vouloir jouer un deck plutôt feu. À l'inverse, on va peut-être vouloir choisir par rapport aux cartes on a eu la chance de tirer. Si on a eu que des cartes nature depuis le début qu'on joue, on va continuer à jouer nature. Enfin voilà, ça va vraiment être lié à ça. On n'a pas voulu donner d'avantage direct sur les éléments. Par contre, on travaille sur les archétypes, c'est-à-dire à donner
des avantages, non pas en puissance pure, mais par exemple sur le temps, dire qu'un élément est plus fort sur le temps, mais à l'inverse, a un gain de puissance moins élevé sur un seul tour. Donc ça, c'est des choses qui sont très affinées au niveau des éléments pour les différencier, mais le système de base fait qu'on peut jouer, c'est ça qui est important à dire, les 7 éléments. Donc si on a notre carte préférée qu'on veut jouer, c'est possible de faire un deck autour de ça. Ok, donc vous l'aurez compris, on est en train de faire beaucoup de tests et de mettre à l'épreuve énormément le jeu en redéfinissant les règles. Peut-être ce serait chouette de faire un petit point en fait sur directement le gameplay. Imaginons, je suis un joueur, je joue une première carte terrain. Si mon adversaire joue une autre carte terrain juste derrière, qu'est-ce qu'il se passe? Ça va remplacer ta carte terrain. C'est-à-dire qu'il ne peut y en avoir qu'une active sur le terrain, enfin dans la partie. Donc ça veut dire que si tu joues ta carte et que moi j'en ai une, je vais pouvoir appliquer la mienne directement juste après. Donc tu n'auras profité de ta carte qu'un tour. En fait, tu joues ta carte terrain, après tu peux jouer une carte battle juste après. Donc là, du coup, tu profites et du coup, tu peux la poser et faire retourner plein de cartes, etc. Mais moi, au tour d'après, je vais évidemment vouloir te contrer. Et donc, je vais jouer ma carte terrain, enfin, si ça ne m'arrange pas, quoi, évidemment. Parce que si ta carte terrain me va très bien, je la laisse. Et si elle m'embête, je joue la mienne, je joue ma carte. Et là, toi, tu n'en as plus forcément dans ta main pour retirer la mienne. Donc, le timing est important aussi. Carrément. Et du coup, je me pose une question peut-être un peu bête, hein, mais une carte terrain donc dure qu'un seul tour. Alors ça dépend, il y a plusieurs types de cartes, mais les plus bas sont à 2 tours, d'autres jusqu'à 4, donc ça va dépendre entre guillemets des cartes. On essaie encore d'unitaire forcément sur l'équilibrage, de se dire est-ce que 4 c'est pas trop fort, peut-être que c'est moins fort. Donc là-dessus unitaire, mais il y a un certain nombre de tours, plus que 1, ce qui permet aussi de pouvoir entre guillemets avoir un counterplay sur cette carte-là. On pourrait se dire naïvement qu'on a juste à attendre que l'adversaire joue sa carte terrain pour la remplacer. Mais en fait, ce n'est pas forcément une stratégie qui marcherait tout le temps parce que si grâce à ça, il arrive à récupérer tout le board, après on aura beau mettre une carte terrain, au final, on va faire que booster les cartes qu'il aura capturées avant. Donc en fait, il n'y a pas forcément, même si on la remplace, c'est pas forcément le seul play est d'attendre qu'il la joue pour la remplacer. Non, il y a les deux qui sont valables et ça va vraiment dépendre de comment le board est setup à l'instant T. Donc on peut dire qu'il y a différentes catégories aussi de cartes terrain, en plus d'avoir des catégories de cartes de personnages. C'est-à-dire qu'au même titre que les cartes de bataille, elles sont dans la même catégorie qui sont les cartes jouables. Et donc on va avoir des versions standards et des versions alternatives. On va avoir le système de crafting, donc pour pouvoir monter le potentiel, etc., qu'on rentrera en détail plus tard, qui sera aussi présent sur les cartes de bataille, les cartes de field, pardon, de terrain. Et on pourra appliquer toutes ces choses-là. Et donc forcément, entre une carte standard et alternative, on va avoir une puissance qui est plus élevée qu'on l'applique ou un nombre de tours qui est plus élevé. Ça va vraiment dépendre des terrains en question. Et aussi important, il y a autant de terrains que d'éléments, c'est-à-dire que pour les 7 éléments, on a bien à minima à chaque fois un terrain pour cet élément-là. Donc on a cherché à forcément pas avantager un élément plus qu'un autre. C'est vrai qu'on n'a pas précisé que quand on joue une carte terrain, on ne la pose pas à l'emplacement d'une autre carte, elle va s'appliquer sur le terrain, donc elle va disparaître, elle va être consommée, et on va avoir le fond, finalement le terrain qui va être remplacé pour visualiser finalement là où on est positionné. Donc visuellement, on va très rapidement savoir finalement est-ce qu'il y a un bonus qui est appliqué ou pas. Ça, c'est assez important. Et du coup, est-ce que ça veut dire que c'est un tour qui est passé pour toi ou est-ce que derrière tu peux jouer une carte justement? Et ça, je peux jouer une carte terrain, donc appliquer ce terrain-là, et derrière je peux poser une carte bataille, donc un personnage sur le board, et il va bénéficier de ce bonus-là. C'est assez important parce que sinon on donne l'avantage potentiellement à l'adversaire. Donc on a choisi cette règle-là, elle n'était pas comme ça initialement, mais on s'est rendu compte que c'était assez intéressant de laisser ce play possible de je pose une carte et je peux derrière agir avec ça. Sachant que le nombre de tours restants est évidemment affiché pour la lisibilité, parce que s'il fallait deviner ou se souvenir de quand ça a été joué, etc., ça devient compliqué, quoi. Et je crois qu'on a tout précisé sur les éléments et les cartes terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on a fait un tour. Il me semble aussi. Ouais. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et en tout cas en ce qui concerne les cartes terrain et les élémentaux et les arcoms. Il va falloir faire un choix à un moment sur le nom. Sur le terme. Et au fait, il y a toujours 10 packs à gagner. Pour tous ceux qui commentent la vidéo. Et vous avez 72 heures.